Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et je vais vous parler du coup de 5 lectures que j'ai faites pour ce mois de février. Donc il y a comme prévu des petites lectures et d'autres moins petites. Bref, on va commencer. Donc tout d'abord je vais vous parler d'un petit jouet mécanique de Marine Sœur chez Pocket. Donc c'est le deuxième Marine Sœur que je lis pour ce mois de février puisqu'il était très court aussi. Il fait 180 pages. Voilà, donc celui-là, je vais essayer de pas trop vous faire un résumé pas trop spoilant. Alors, en fait, on se retrouve tout d'abord avec Anna, donc qui est au début une femme adulte, qui arrive avec son fils et son mari dans la maison de vacances de ses parents, dans laquelle ils ne sont pas revenus depuis 20 ou 30 ans, je ne sais plus, 20 ans, je crois, bref, 20 ou 30 ans, puisqu'il s'est passé quelque chose un été et du coup la maison a été un petit peu abandonnée à ce moment-là. Et elle va un petit peu farfouiller un petit peu partout dans la maison et elle va tomber sur ce petit truc, ce petit jouet, ce petit canard qui se remonte et qui avance tout seul. Et ça va la replonger dans cet été d'il y a 20 ou 30 ans quand elle avait 16 ans. Je pense que c'était peut-être plus 20 ans, bref. Et du coup oui, cette maison de vacances, je vous l'ai pas dit, se situe en Corse. Voilà, donc où elle a passé de nombreux étés avec ses parents jusqu'à ce fameux été de ses 16 ans. Alors il faut savoir que Anna a une grande sœur d'environ une dizaine d'années de plus qu'elle, donc non même 15 ans, ouais je dirais plutôt 15 ans. Donc voilà, cette année-là, donc elle est avec ses parents 12 ans, je crois que c'est ça, puisque l'année de ses 16 ans, sa sœur débarque en fait pendant leurs vacances avec son petit bébé qui a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et du coup sa sœur a 28 ans je crois, si je me rappelle bien. Bref, donc du coup ce sont deux sœurs qui ont vraiment pas de relation hein, parce qu'elles ont vraiment un écart trop grand. Et voilà, elle était quasiment à la sortie du lycée, enfin au lycée quand Anna est née. Et du coup voilà, il n'y a vraiment aucune alchimie entre les sœurs. Il y a limite un peu de jalousie et de haine, hein, surtout venant de l'aînée hein, que Anna catégorise de cagole de sœur aînée. Voilà, donc attendez, oui, j'avais oublié la suite de la phrase. L'arrivée surprise d'Hélène, sa cagole de sœur aînée, bébé au bras, plus égoïste et méchante que jamais. Donc voilà, il y a pas vraiment que juste un manque d'alchimie entre ces deux sœurs, il y a vraiment la personnalité de Hélène qui est très particulière et qui est un petit peu une partie du sujet, de l'intrigue de ce livre. Alors j'ai pas envie de vous dire exactement quel est le sujet du livre parce que même si c'est ça qui m'a donné envie de le lire, puisque moi je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Séverine et elle disait le sujet, mais je trouve que c'est un petit peu spoilant puisque pendant une grande partie du livre on se pose des questions quand même. Et est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Voilà, moi je savais. En fait je suis en train de vous spoiler parce que je vous dis que pendant une partie du roman on se demande si c'est ça ou si c'est pas ça. Et c'est... Bref. Je vous dis pas le sujet, comme ça vous le découvrirez. Et alors, c'est pas un coup de cœur, mais ça a vraiment été une très bonne lecture. Je pense que le petit truc qui m'a un petit peu dérangée, c'est que vraiment il y a une première partie qui est très longue et très lente. Et vous voyez, avec beaucoup de passages comme ça, on a des listes de choses. Voilà, là on a encore des listes de trucs et j'ai trouvé ça mais tellement inutile, enfin voilà, jusqu'à ce qu'on arrive la preuve, comment dire, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la partie où où on remonte dans le passé. Je vais y arriver. C'était un peu long. Et donc il y a un procédé narratif assez particulier donc dans cette toute première petite partie où on est dans le présent, donc Anna parle à la première personne et à partir du moment où elle est dans ses 16 ans, elle se parle à la deuxième personne du pluriel. C'est très bizarre, donc il y a des vous partout. Vous avez 16 ans cette année-là et vous avez eu une drôle de surprise en arrivant à Aquargento. Enfin, c'était un petit peu déstabilisant, mais bon, au final on s'y fait quand même très vite. Mais bon, c'est particulier, voilà. J'aime bien les livres généralement où on est à cul, mais à vous, j'avais jamais eu. Vraiment, c'est particulier, bref. Donc voilà, une très bonne lecture avec un sujet qui me
on parle dans le psycho, hein, voilà, je vous dis un petit peu ça, voilà, c'est sur une pathologie, je sais pas si on peut vraiment dire une pathologie, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai passé quand même un bon moment et surtout j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna dans lequel je me suis un petit peu reconnue sur certains points parce que c'est une ado un petit peu solitaire qui préfère lire qu'aller jouer, à 16 ans on joue pas, mais traîner avec les autres ados, voilà, elle préfère rester à dessiner, à lire, à écouter de la musique et voilà, et je me suis beaucoup reconnue en elle. Et ensuite lu un livre totalement différent que j'avais tiré au sort pour ce mois-ci, donc c'est Un merci de trop de Karine Ponte aux éditions Pocket. C'est... voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà, d'ici un mois je me souviendrai plus du tout de rien du bouquin, clairement. Donc on est dans du feel good à tendance un petit peu romance, voilà, et ça c'est le premier truc qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'il y a une romance et que je m'y attendais pas forcément. Du coup je me souviens même plus, ah oui, et puis surtout, bon, avant de vous raconter un petit peu l'histoire, ça n'arriverait jamais dans la vie, voilà, mais en lisant ce bouquin j'ai fermé les yeux là-dessus en me disant bon, il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens, qui sont incohérents, qui n'arriveraient jamais à quelqu'un dans la vie, mais on va fermer les yeux et apprécier la lecture. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Donc on se retrouve avec Juliette qui a toujours fait ce que ses parents voulaient, toujours les études qu'ils voulaient qu'elle fasse, elle s'est trouvée un boulot en CDI, voilà, elle a acheté son appart, voilà, elle est dans sa petite vie et elle n'est pas spécialement heureuse, voilà, elle a envie de devenir écrivaine. En fait, elle se fait un petit peu martyriser, maltraitée par sa chef au boulot, qui en plus était une nana qu'elle avait formée, qui est arrivée bien après elle, mais comme Juliette est trop gentille, quand il y a eu l'opportunité d'avoir une promotion, elle n'a pas voulu prendre sa place à la nouvelle. Ça n'a aucun sens, mais bon bref. Voilà, enfin je comprends, moi aussi des fois j'ai un petit peu tendance à être un petit peu trop gentille, mais là c'est encore plus à l'excès. Donc bref, elle va se faire un petit peu humilier par sa boss et elle va lui dire comme toujours merci, voilà. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche et qu'elle va... Oui, en fait, sa boss fait une connerie et elle vient engueuler Juliette et Juliette va lui dire merci et puis elle va se rendre compte mais non, mais j'avais pas à faire quoi que ce soit en fait, c'est pas de ma faute, et du coup elle va démissionner et voilà, elle va se lancer dans son rêve de devenir écrivain. Sauf que le chemin va être un petit peu semé d'embûches, voilà, je vous dis pas pourquoi. Juste au niveau de la romance, elle va rencontrer son voisin qu'elle trouve très mignon mais à qui elle n'ose pas parler, et une situation va faire qu'elle va le rencontrer et puis voilà, après ils vont... voilà, c'est une romance un petit peu, donc on sait ce qui va se passer. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment, mais voilà, je sais pas si j'ai envie de lire d'autres Karine Ponte, c'est un petit peu de ce même genre. C'était sympa, je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en une journée, mais il en ressort rien. J'ai pas spécialement apprécié le personnage de Juliette, ni aucun autre personnage. Il y a des situations, oui, il y a des situations drôles, mais totalement irréalistes, mais drôles, mais voilà. Ça fait passer un bon moment entre deux livres peut-être un petit peu plus durs ou compliqués. En parlant de livres un petit peu plus durs et compliqués, j'ai lu À la grâce des hommes de Anna Kent. Dans le cadre de la lecture commune du mois, il est bien ce livre où il fallait lire un livre avec le mot homme, garçon ou fils dans le titre, donc j'ai choisi celui-là. Alors quand je dis compliqué, c'est pas... c'est qu'il faut... voilà, il y a des passages peut-être un petit peu... non, durs, non pas trop, mais voilà, c'est une petite pavasse et il faut être plus concentré que pour lire juste un feel good. Donc ceci est un livre inspiré d'un fait réel. Voilà, je ne veux pas vous dire quel est le fait réel puisque ça spoil un petit peu le livre. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça spoil quand c'est quelque chose qui est arrivé pour de vrai? Je ne sais pas. Mais bref, on est en Islande en 1828 et on est avec Agnès Magnusdóttir qui est reconnue coupable du meurtre de son amant Nathan peut-être du coup, Ketilson, et du coup elle est condamnée à mort. Sauf qu'elle est placée dans une prison abominable où clairement elle meurt de froid et de faim, et du coup à ce moment-là l'Islande est christianisée hein, et très catho, enfin très, pas catho mais très chrétienne en tout cas,
Et du coup elle demande à être suivie par un révérend en particulier qui est dans une autre partie de l'Islande de là où elle est. Donc là on va être dans le nord. Je ne sais plus. Vous voyez, on a la petite carte. Et voilà, du coup on est dans le nord de l'Islande, près de Illitlukastad. Voilà, ça y est, je ne sais plus lire l'islandais. Bref, dans le nord, voilà, on va dire ça, dans la vallée de Vatnsdalur. Bref. Et du coup, elle va demander à être suivie par un révérend qui est dans cette province-là, enfin pas province, mais dans cette paroisse-là, du coup. Je pense que c'est le bon mot, paroisse. Et du coup, il n'y a pas de prison. Enfin, déjà en Islande, voilà, je pense qu'elle devait être dans le seul endroit où on pouvait enfermer des gens. Et du coup, elle va être placée dans une ferme, au milieu d'une famille, pour vivre ces derniers mois. Et pour pouvoir que ce révérend qu'elle a demandé puisse venir la voir tous les jours pour lui faire ses... Ah, je crois que ça commence par A. Bref, qu'elle se repentisse, voilà, ce genre de choses. Désolée, hein, je m'y connais pas vraiment. Mais bref, et du coup, voilà, la famille au début va être extrêmement réfractaire. Ils ne veulent pas du tout accueillir une meurtrière chez eux. Voilà, et surtout qu'ils ont 2 filles. Donc comme je vous disais, oui, ils ont 2 filles, du coup ils ne veulent pas qu'il y ait une meurtrière près de leurs filles, hein, surtout que voilà, les fermes en Islande à cette période, hein, c'est une grande pièce principale avec un petit coin cuisine, puis je crois un endroit où il y a des lits, donc voilà, tout le monde est avec tout le monde en continu. Et voilà, donc on va apprendre pourquoi Agnès a voulu venir ici, à cet endroit là précisément. Voilà, on va du coup suivre son quotidien dans cette famille puisque bon, elle n'est pas enchaînée quelque part, hein. Du coup, elle va aider la famille dans ses tâches quotidiennes puisqu'il faut s'occuper des moutons, s'occuper de faire des provisions pour l'hiver, tout ça, enfin voilà, toutes les choses qu'on peut faire à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien documenté, mais l'autrice s'est tellement bien renseignée, j'avais vraiment l'impression d'y être. Déjà en plus sa plume est vraiment superbe et j'avais l'impression d'être là-bas, j'avais l'impression d'être en Islande en 1828 dans une ferme où il y a des trous et l'air passe et où il fait froid, où la neige empêche les gens de faire quoi que ce soit. Voilà, j'y étais et c'était super, l'ambiance était géniale et j'ai vraiment adoré. Je peux pas vous dire pourquoi c'est pas un coup de cœur, je sais pas. Parce que je me suis quand même réussi à me dire à un moment que c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Puisque voilà, j'aimerais écrire quelque chose en rapport avec l'Islande. C'est évident hein, que voilà, si un jour j'écris quelque chose, ce sera en rapport avec l'Islande. Alors j'ai d'autres petites idées, mais bon, voilà, c'est juste des idées. Moi j'essaie d'abord de me faire mon histoire dans ma tête. Et une fois que l'histoire sera finie dans ma tête, j'essaierai de la poser. Voilà. Bref, revenons à Anna Kent. Donc Anna Kent est une Australienne qui a passé quelques années ou une année quand elle était étudiante, je ne sais plus, en Islande. Et voilà, à la fin elle raconte un petit peu. Elle raconte dans les remerciements comment elle a fait pour écrire le livre. Donc elle est partie en Islande, elle a fouillé dans les archives, elle a parlé à beaucoup de gens et tout, parce que bon, l'Islande c'est un petit pays, donc voilà, les descendants des personnes concernées dans ce livre, bah voilà, ils savent qui ils sont, enfin voilà, et du coup voilà, elle a pu passer beaucoup de temps là-bas, être accueillie chez des gens pour faire ses recherches, et voilà, tout ce que j'aimerais d'ailleurs, soit dit en passant, mais bon, bref, c'était vraiment super et voilà, et c'était vraiment un super livre et je me suis empressée, vous le verrez dans le prochain book haul qui sort... Ah bah non, il va sortir avant cette vidéo, donc normalement vous l'avez vu. Non, je dis des bêtises, puisque là on est le 28 et je filme pour le 29. Donc mercredi, vous verrez dans le prochain book haul que j'ai couru après aller m'acheter le deuxième livre d'Anna Kent qui s'appelle Dans la vallée. Voilà, qui se passe cette fois en Irlande et que j'avais juste très envie de lire aussi. Et voilà, franchement je vous conseille absolument cette lecture, c'était... Voilà, si vous aimez l'historique, si vous aimez l'Islande. Bon après c'est...
voilà, c'est un petit peu... Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est un petit peu lent. Elle va nous parler beaucoup de son passé. Donc voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Si vous êtes plus dans l'action, ce sera pas forcément un livre pour vous. Mais moi j'ai vraiment adoré. J'ai ensuite lu La théorie des 6 de Jacques Expert au livre de poche, qui est un tout petit livre qui fait, bon, plus de 200 pages mais moins de 250. Du coup c'était ma pile à lire bis dans laquelle j'ai pioché, hein, puisque j'avais envie de le lire. Et celui-là, bah c'est pas mon préféré de Jacques Expert. Je pense qu'aucun livre de Jacques Expert ne détrônera Hortense dans mon cœur. Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que Hortense c'est un livre à part. Parce qu'au final je me rends compte que Jacques Expert a un style un petit peu particulier. Même s'il fait pas la même chose dans tous ses livres. Quoique celui-là il m'a fait penser à un autre livre que j'ai lu de lui. Enfin même si c'est ce livre-là du coup qui ferait plutôt penser à lui, vu qu'il est sorti après. Je vous parle du jour de ma mort. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Un de ses derniers, son dernier, je ne sais plus. Bref, donc là on se retrouve avec un tueur qui, pour faire ses meurtres, s'inspire de la théorie des 6, qui a été énoncée en 1929 par le hongrois Frigyes Karinthy. Donc en gros, comme quoi tout un individu est lié par une chaîne de 5 personnes maximum. Non, par une chaîne qui ne compte que 5 intermédiaires. Donc en gros, entre moi et Macron par exemple, hein, je sais pas pourquoi je pense au président, normalement il devrait y avoir que 5 personnes que je... Pas forcément des amis, hein, mais des connaissances, voilà. Par exemple mon patron, bon je connais pas mon patron. Mais bon bref, hein, quelqu'un de mon travail qui est haut placé, bah voilà, je le connais, voilà, je l'ai sûrement déjà dit bonjour. Et donc voilà, ainsi de suite, jusqu'à Macron. J'en sais rien. Ce serait à voir, hein, mais... C'est vrai que cette théorie m'a toujours fascinée, mais j'aimerais pouvoir la voir mise en application. Pas de la même façon qu'elle est mise en application dans le livre, mais bon. Mais par contre, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, la façon dont il fait... il la met en place, en fait, pour moi... Enfin, voilà, pour moi, c'était pas cette façon-là de réfléchir en fait. Désolée si je m'exprime mal, mais en gros son premier tueur, enfin son premier tueur, sa première victime, c'est il va prendre quelqu'un au hasard, voilà, paf, très loin de sa cible dernière, et après voilà, de fil en aiguille il va essayer de trouver des connexions pour... Sauf qu'au final c'est qu'au niveau quasiment de la dernière personne qui doit trouver des connexions, parce que là il tue des gens un petit peu au hasard pendant une partie du bouquin, en lien toujours avec la personne d'avant, sauf le premier. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ça. Bref, passons maintenant au style. Donc on est encore dans un style un petit peu particulier, puisque c'est écrit, oui c'est un écrit fait par le tueur, et qui sait qu'il va être lu, puisque il met entre parenthèses, des fois il s'exprime envers le lecteur entre parenthèses. Et je crois que c'est quelque chose qui a été fait aussi dans le jour de ma mort, mais je suis pas sûre. Sauf que c'était pas entre parenthèses, c'était inclus dans la narration, bref. Par contre, là où j'ai pas... Le truc qui m'a vraiment dérangé, c'est les personnages, quoi. Je trouve... Déjà, j'ai détesté le tueur, et on suit aussi une commissaire qui est encore plus détestable. Enfin, vraiment, qui est un des top 10 personnages détestables que j'ai pu lire dans ma vie. Hein, parce que franchement, voilà, j'ai pas compris comment était écrit ce personnage. On dirait qu'elle a juste été écrite pour être une, on va dire une peau de vache, pour ne pas être vulgaire. Voilà, clairement, elle est méchante quasiment sous aucune raison. C'est juste parce qu'il faut qu'elle soit méchante envers les gens autour d'elle, voilà. Il fallait qu'elle soit comme ça, elle est comme ça, il n'y a pas de raison. Ensuite, le tueur, je l'ai trouvé aussi un petit peu cliché, hein. Comme dans le jour de ma mort, j'avais encore l'impression d'être dans une parodie de serial killer, voilà. On prend tous les clichés d'un serial killer et on le met dans un personnage qui n'a pas trop de... Voilà, un personnage un peu fade, voilà. Voilà, donc j'ai pas du tout accroché le personnage. Ça se lit bien, c'est addictif, voilà, mais c'est, j'ai envie de dire, peut-être les seuls points positifs, le fait que la théorie des 6 est exploitée et le fait que c'est addictif.
Mais voilà, le reste, ça m'a pas spécialement plu. Voilà, c'est pour ça c'est une lecture mitigée que je pense j'oublierai assez rapidement. J'ai ensuite lu Einska, la stupidité de Eiríkur Örn Nordahl aux éditions Métellier. Donc c'est mon premier livre de l'auteur qui est un tout petit livre qui fait un petit peu plus de 150 pages, voilà. C'est un livre assez particulier, c'est une dystopie islandaise où on est du coup dans un futur proche et il y a des caméras partout, chez les gens, dans la rue, partout. Tout le monde peut être surveillé en permanence. C'est un petit peu, voilà, j'avais lu des avis comme quoi on pouvait un petit peu le comparer à 1984, que je n'ai pas lu, mais que j'ai commencé à écouter en audiolivre. Donc voilà, je peux me faire un petit peu une idée de ce qui se passe dans 1984. Là, on n'est pas surveillé par Big Brother, on est surveillé par tout le monde, à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde, quelqu'un peut être en train de regarder ce qu'on fait. Voilà, tout ce qu'on fait, voilà. Je sais pas s'il y a des caméras dans les toilettes, ce n'est pas précisé, mais sinon il y en a partout. Et du coup, on se retrouve avec deux personnages, Aoki et Lenita, qui sont un couple qui vient de se séparer. Voilà, ils sont tous les deux écrivains. Et on va suivre d'ailleurs plusieurs différents moments dans ce livre. Hein. On n'est pas sur une temporalité continue, on est sur plusieurs moments. Et donc au début, donc, ils sont séparés, elle vit dans leur maison et lui vit à l'hôtel. Et leur activité préférée c'est de s'envoyer des POC. Alors je sais pas si c'est comme sur Facebook, je sais pas d'ailleurs si ça existe encore les POC sur Facebook. C'était le petit signe où on fait toc sur l'épaule de quelqu'un. Bref, du coup ils s'envoient souvent des POC au moment où ils vont faire leurs petites affaires avec quelqu'un. Histoire de dire, t'as vu, hein, moi je profite, je m'envoie en l'air, vas-y Matt, vas-y, sois dégoûté. Voilà, c'est un petit peu ce jeu de chat et de la souris un petit peu bizarre qu'ils ont entre eux, qu'ils font pendant un certain temps. Et en parallèle de ça, ils écrivent tous les deux un roman qui va s'avérer être quasiment le même. Il a le même titre, c'est la même intrigue, il se passe pas exactement les mêmes choses, mais voilà, chacun de leur côté, ils vont écrire ce roman quasiment similaire. Et voilà, donc ça c'est la première partie, une première partie qui m'a particulièrement gonflée, voilà. Je voyais pas trop où on voulait en venir. Après presque la moitié, il se passe un événement. Et là je me suis dit, ah, ça y est, on rentre dans vraiment le côté dystopique. Voilà, il se passe quelque chose qui peut faire un petit peu renverser la société en place. Mais ça ne dure qu'un chapitre. J'ai pas compris. Bon après si, on nous explique le pourquoi du comment. Mais il se passe un événement qui, comme je vous l'ai dit, pourrait tout renverser, mais qui dure quelques heures. J'ai pas compris l'intérêt. Je trouvais que cette partie-là était juste super intéressante. Que ça aurait pu être génial de développer et de faire toute une histoire là-dessus. Mais ça dure quelques heures. Donc voilà, ça qui m'a le plus embêté. Après par contre c'est vraiment une super critique de notre société du selfie, voilà, où on est en permanence à vouloir montrer à tout le monde ce qu'on fait. Bah là voilà, on y est, tout le monde peut voir ce qu'on fait tout le temps, pas besoin de faire une story, il y a déjà des caméras partout. Voilà, c'est un petit peu enfin j'allais dire le Truman Show pour tout le monde en permanence. Oui, c'est un petit peu ça. Bon, sauf que Truman Show, hein, c'est assez particulier. Si vous l'avez pas vu, je vais pas vous dire. Mais bref. Donc oui, c'est une satire assez percutante de notre société actuelle, mais qui n'a pas su trouver, voilà, trop de choses qui m'ont pas spécialement plu. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture en lisant ce livre, mais clairement... je pense que si la petite partie dont je vous ai parlé devait être développée, ça aurait pu faire une histoire géniale. On aurait vraiment été plus dans la dystopie encore plus quoi, mais là ça m'a manqué. Mais voilà, j'ai quand même hâte de lire l'autre livre de l'auteur que j'ai juste ici. Et donc en fait, il écrit en fait sur les dérives de l'humain, donc là c'est la stupidité, voilà, on est stupide à vouloir être en permanence filmé, bon en même temps c'est pas totalement faux. Et ensuite j'ai ce beaucoup plus gros bébé, hein, qui fait plus de 500 pages, qui lui s'appelle Le Mal, enfin Ilska, et le sous-titre c'est Le Mal, voilà.
avec une belle photo de ma petite plage d'Islande. Et celui-là, je crois qu'il est... Celui-là, il est déjà beaucoup mieux noté sur Livre Addict. Et en plus, on nous parle un petit peu de... Il y a des petites réminiscences de Seconde Guerre mondiale, hein, parce qu'on nous parle des nazis, de l'Holocauste. J'ai hâte de le lire et j'espère qu'il me plaira plus. Parce que je crois que l'auteur a sorti encore, il y a quelques mois, une autre... enfin, en français, en tout cas, il est sorti une autre dystopie. Donc je vous avais parlé dans une vidéo sortie livresque. Et voilà, si celui-là me plaît, je me procurerai le 3e avec... non, je dirais avec une grande impatience, pas spécialement, mais bon, bref. Donc voilà, c'était tout donc pour mes 5 dernières lectures. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!